Le grand salon de l'hôtel Plaza Athénée scintillait sous les lustres en cristal, tandis que le gratin parisien évoluait avec élégance entre les tables ornées d'orchidées blanches. Mathieu Beaumont ajusta sa cravate Hermès et observa la foule avec l'œil calculateur d'un prédateur. À 35 ans, il dirigeait l'un des conglomérats de luxe les plus prospères de France, et chaque geste, chaque regard était calculé pour impressionner. « Monsieur Beaumont, permettez-moi de vous présenter nos nouveaux partenaires », susurra son assistant Guillaume en s'approchant discrètement. Mathieu acquiesça distraitement, son attention captée par une silhouette féminine près des baies vitrées donnant sur l'avenue Montaigne. Elle tournait le dos à la salle, ses cheveux châtains ondulant librement sur ses épaules nues, contrastant avec l'élégance stricte des autres invités. Sa robe noire simple mais parfaitement coupée révélait une assurance qui ne nécessitait aucun artifice. Lorsqu'elle se retourna, Mathieu sentit quelque chose d'inhabituel s'emparer de lui. Son visage possédait cette beauté naturelle qui ne cherchait pas à séduire, mais qui captivait par son authenticité. Ses yeux verts pétillaient d'intelligence, tandis qu'elle écoutait attentivement un homme âgé, aux cheveux argentés, qui lui parlait avec passion de botanique. « Qui est cette femme ?» demanda Mathieu, interrompant Guillaume au milieu de sa présentation protocolaire. « Océane Dubois, je crois. Elle représente la floriculture Dubois pour les arrangements de ce soir. Une entreprise centenaire, paraît-il. Une floriste. » Mathieu sourit intérieurement. Il avait séduit des héritières, des actrices, des femmes d'affaires influentes. Une simple marchande de fleurs serait un jeu d'enfant. Il s'approcha avec l'assurance que lui conférait sa réussite, interrompant poliment la conversation qu'Océane menait avec le vieil homme. « Pardonnez-moi cette intrusion. Mathieu Beaumont, » se présenta-t-il en tendant la main, s'attendant à la reconnaissance habituelle que suscitait son nom. Océane lui serra la main fermement, sans la retenir plus longtemps que nécessaire. « Océane Dubois, j'espère que vous appréciez nos arrangements floraux ce soir. Ils sont convenables, » répondit-il avec un sourire qu'il voulait charmeur. « Puis-je vous offrir une coupe de champagne? J'ai fait venir spécialement du Dom Pérignon 1996 pour cette soirée. » Le regard d'Océane se durcit imperceptiblement. « C'est très aimable, mais je ne bois que rarement pendant le travail. Allons, la soirée est bien avancée. Sûrement pouvez-vous vous détendre un peu ?» insista Mathieu, habitué à voir les femmes céder à ses avances. « D'ailleurs, j'aimerais beaucoup discuter avec vous. Votre entreprise familiale m'intéresse. J'investis souvent dans des secteurs prometteurs. » Océane le dévisagea longuement, et Mathieu eut l'étrange sensation d'être radiographié. Son sourire commercial vacilla légèrement sous ce regard perçant qui semblait voir à travers sa façade polie. « Monsieur Beaumont, » commença-t-elle d'une voix claire qui portait dans l'espace environnant, « permettez-moi d'être franche. Votre approche est exactement ce que j'attendais d'un homme de votre réputation. » Mathieu fronça les sourcils, désarçonné par cette réaction inattendue. « Ma réputation ? Celle d'un homme qui croit pouvoir acheter n'importe qui avec ses champagnes millésimés et ses promesses d'investissement. » Sa voix restait calme, mais chaque mot portait. « Vous pensez qu'une petite floriste sera facilement impressionnée par vos richesses. » Le silence se fit autour d'eux. Plusieurs invités avaient tourné la tête, attirés par cette conversation qui prenait une tournure imprévisible. Mathieu sentit la chaleur lui monter aux joues pour la première fois depuis des années. « Je crois qu'il y a un malentendu, » tenta-t-il de rattraper. « Non, monsieur Beaumont, il n'y a aucun malentendu. » Océane fit un pas vers lui, ses yeux verts flamboyants. « Vous êtes exactement le genre d'homme que je rencontre trop souvent dans ce milieu. Vous croyez que votre portefeuille est votre meilleur atout de séduction. » Mathieu ouvrit la bouche pour protester, mais elle leva la main pour l'interrompre. « Laissez-moi vous faire une proposition, puisque vous semblez apprécier les défis commerciaux. » Sa voix prit une intonation presque conspiratrice qui attira irrésistiblement l'attention de Mathieu. « Oubliez votre argent. Si vous voulez vraiment m'impressionner, conquérez-moi comme un homme, pas comme un compte en banque. » Elle marqua une pause théâtrale, un sourire énigmatique étirant ses lèvres. « Une nuit avec moi, et je vous garantis que vous ne m'oublierez jamais. Mais ce sera pour les bonnes raisons. » L'audace de cette proposition laissa Mathieu complètement sans voix. Jamais, en 15 ans de conquête, une femme ne l'avait défié ainsi. Jamais personne n'avait retourné la situation avec une telle maîtrise. Océane ramassa son sac à main avec une grâce délibérée. « Réfléchissez-y, monsieur Beaumont. Si le défi vous intéresse vraiment, vous savez où me trouver. Floriculture Dubois, rue des Martyrs. » Elle se dirigea vers la sortie, laissant dans son sillage un parfum délicat de jasmin et un Mathieu Beaumont complètement bouleversé pour la première fois de sa vie d'homme d'affaires impitoyable. 3 jours s'écoulèrent
avant que Mathieu ne trouve le courage de se rendre rue des Martyrs. Ces 72 heures furent les plus troublantes de sa vie d'adulte. Lui qui prenait des décisions impliquant des millions d'euros en quelques secondes, se retrouvait paralysé par les paroles d'une femme qui l'avait remise à sa place devant tout le gratin parisien. La floriculture Dubois se nichait entre une boulangerie artisanale et un petit café, sa devanture modeste contrastant avec les boutiques de luxe qu'il fréquentait habituellement. À travers la vitrine, il aperçut des compositions florales d'une beauté saisissante, chacune racontant une histoire différente. La clochette de la porte tinta doucement lorsqu'il pénétra dans l'univers d'Océane. L'intérieur dégageait une atmosphère chaleureuse et authentique. Des bouquets suspendus créaient un plafond végétal, tandis que l'air embaumait les senteurs mélangées de roses, de pivoine et de verdure fraîche. « Je me demandais si vous viendriez », fit la voix d'Océane depuis l'arrière-boutique. Elle émergea les mains encore humides, ayant visiblement travaillé sur un arrangement. Ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné, quelques mèches rebelles encadrant son visage. Elle portait un tablier de jardinage par-dessus une simple robe en coton bleu, et Mathieu fut frappé par sa beauté naturelle, si différente de l'élégance sophistiquée des femmes de son monde. « Votre proposition était inattendue », admit Mathieu, cherchant ses mots. « Et votre ego en a pris un coup », répliqua-t-elle avec un sourire taquin. Derrière le comptoir, un vieil homme aux cheveux blancs leva les yeux de son journal. Ses mains noueuses par l'âge tenaient délicatement une tasse de café fumant, et ses yeux bleus pétillaient de curiosité bienveillante. « Grand-père, permettez-moi de vous présenter Mathieu Beaumont, » dit Océane. « Monsieur Beaumont, voici Henri Dubois, le fondateur de notre floriculture. » Henri se leva avec une agilité surprenante pour ses 80 ans passés et tendit une main ferme à Mathieu. « Enchanté, jeune homme. Ma petite fille m'a raconté votre rencontre mouvementée. » Mathieu sentit le rouge lui monter aux joues. « J'espère qu'elle n'a pas été trop sévère dans son récit. » « Oh, au contraire, » rit Henri, ses yeux brillants de malice. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas rencontré quelqu'un capable de l'intriguer autant. D'habitude, les prétendants fuient dès qu'elle ouvre la bouche. « Grand-père » protesta Océane, mais son sourire trahissait son affection. « Alors, » reprit Henri en retournant à sa place, « vous acceptez son défi? Conquérir ma petite fille sans votre portefeuille ?» Mathieu observa Océane qui l'étudiait intensément, comme si elle cherchait à percer ses véritables intentions. Il réalisa qu'il se trouvait en territoire inconnu, sans ses habituels atouts de pouvoir et de richesse. « J'accepte, » déclara-t-il finalement, « mais j'avoue ne pas savoir par où commencer. »« Commencez par être vous-même, » suggéra Henri avec sagesse, « sans les artifices, sans les stratégies, juste vous. » Océane croisa les bras, une expression sceptique sur le visage. « Et qui êtes-vous vraiment, Mathieu Beaumont? En dehors des costumes sur mesure et des voitures de sport ?» La question le prit de court. Depuis si longtemps, il s'était défini par ses succès professionnels, ses possessions, son statut social. Qui était-il vraiment? Je ne sais pas, admit-il avec une honnêteté qui le surprit lui-même. Au moins, c'est franc, concéda Océane, son expression s'adoucissant légèrement. Un silence s'installa, uniquement troublé par le bourdonnement discret du réfrigérateur à fleurs et les bruits de la rue qui filtraient à travers la vitrine. « Pourquoi les fleurs ?» demanda soudain Mathieu, cherchant un terrain d'entente. Le visage d'Océane s'illumina instantanément. « Parce qu'elles sont vraies, » répondit-elle avec passion. « Elles naissent, grandissent, s'épanouissent et meurent selon leurs propres règles. On ne peut pas les forcer, les acheter ou les manipuler au-delà de leur nature. Elles sont ce qu'elles sont, authentiquement. » Mathieu comprit soudain que cette réponse le concernait autant que les fleurs. « Et votre grand-père vous a transmis cette passion ?»« Mon grand-père m'a appris que chaque fleur a sa propre personnalité, » intervint Henri. « Comme les gens. Certaines sont éclatantes mais éphémères, d'autres discrètes mais résistantes. Il faut du temps pour vraiment les connaître. » Océane regardait son grand-père avec une tendresse infinie. 4 générations de Dubois ont appris ce métier. Nous connaissons le langage secret des fleurs, leurs besoins, leurs humeurs. C'est un héritage que l'argent ne peut pas acheter. « Alors apprenez-le-moi, » dit impulsivement Mathieu. Océane haussa un sourcil surprise. « Vous voulez apprendre la floriculture ? Je veux vous comprendre. Et si les fleurs sont votre passion, alors oui, apprenez-moi. » Henri échangea un regard complice avec sa petite fille. « Très bien, » accepta Océane après un moment d'hésitation. « Mais mes conditions sont claires. Pas de privilèges, pas de passe-droit. Vous apprenez comme n'importe quel apprenti. Marché conclu. Parfait. Alors enlevez cette veste hors de prix et retroussez vos manches. Votre première leçon commence maintenant. » Mathieu retira sa veste Armani et la suspendit soigneusement à la patère près de l'entrée.
Pour la première fois depuis des années, il se sentait nerveux face à un défi qui ne se résoudrait pas par un chèque ou un contrat. Océane lui tendit un tablier. « Bienvenue dans mon monde, Mathieu Beaumont. Espérons que vous êtes plus doué avec les fleurs qu'avec les compliments. » Le tablier noué autour de la taille, Mathieu suivait les gestes précis d'Océane avec une concentration qu'il n'avait jamais accordée aux contrats les plus complexes. Ses mains, habituées aux poignées de main fermes et aux signatures importantes, tremblaient légèrement en tenant les tiges délicates des roses blanches. « Non, pas comme ça », corrigea Océane en se plaçant derrière lui, ses doigts effleurant les siens pour guider la coupe. « Les fleurs sentent la brutalité. Il faut de la délicatesse, de la patience. » Le contact de sa peau contre la sienne envoya une onde électrique dans tout le corps de Mathieu. Cette proximité troublante n'avait rien à voir avec les jeux de séduction calculés auxquels il était habitué. « Chaque tige a son angle parfait, » continua-t-elle, inconsciente de l'effet qu'elle produisait sur lui. « Regardez la courbe naturelle. Suivez-la. » Henri observait la scène depuis son fauteuil, un sourire attendri sur le visage. Il avait vu défiler tant de prétendants au fil des années, mais jamais aucun n'avait accepté de se salir les mains dans sa floriculture. « Voilà, c'est mieux, » approuva Océane en s'écartant légèrement. « Maintenant, placez-la dans l'arrangement. Sentez où elle veut aller. »« Sentir où elle veut aller, » répéta Mathieu perplexe. « Ce ne sont que des fleurs. » Le regard d'Océane se durcit instantanément. « Ce ne sont que des fleurs ?» Sa voix avait pris une intonation glaciale. « Monsieur Beaumont, si c'est votre vision des choses, cette leçon s'arrête ici. » Mathieu réalisa immédiatement sa maladresse. Dans son monde de chiffres et de résultats, il avait perdu la capacité de voir la beauté et la vie dans les détails. « Pardonnez-moi, » dit-il sincèrement. « Je n'ai pas l'habitude de faire attention aux subtilités. » Henri toussota discrètement. « Mon jeune ami, dans notre métier, nous apprenons que chaque être vivant a une âme. Les fleurs nous parlent, si nous savons les écouter. » Océane reprit sa place à côté de Mathieu, mais garda ses distances cette fois. « Recommençons, fermez les yeux. » « Fermez les yeux, faites-moi confiance. » Mathieu obéit, se sentant vulnérable et ridicule, avec son tablier de fleuriste dans cette petite boutique si éloignée de ses bureaux feutrés. « Maintenant, respirez. Sentez les parfums qui vous entourent. Qu'est-ce qu'ils vous évoquent ?» Il inspira profondément. Au-delà des senteurs florales évidentes, il perçut quelque chose de plus subtil, l'odeur de la terre humide, la fraîcheur verte des feuillages, et par-dessus tout, le parfum personnel d'Océane, cette essence de jasmin qu'il avait remarquée lors de leur première rencontre. « Je sens de la vie, » murmura-t-il, surpris par ses propres mots. « Ouvrez les yeux. » Lorsqu'il obéit, Océane lui souriait pour la première fois depuis leur rencontre. Un vrai sourire, sans ironie ni défi. « Maintenant, prenez cette rose et placez-la où votre instinct vous guide. » Cette fois, Mathieu ne réfléchit pas. Il laissa ses doigts suivre leur propre impulsion, glissant la tige entre deux pivoines roses, de manière à créer un équilibre naturel. « Parfait !» chuchota Océane, et il y avait dans sa voix une note d'admiration qui fit battre son cœur plus vite. « Comment avez-vous su ?» demanda Henri, intrigué. « Je ne sais pas, » admit Mathieu. « J'ai juste ressenti. » Ils travaillèrent en silence pendant l'heure qui suivit. Mathieu découvrait une forme de méditation qu'il n'avait jamais expérimentée. Chaque geste devenait plus fluide, plus naturel. Il commençait à comprendre ce qu'Océane appelait le langage des fleurs. « Vous avez des mains de fleuriste », observa Henri en examinant le bouquet terminé. « C'est rare chez un homme d'affaires. Mon père était jardinier », révéla soudain Mathieu, surprenant tout le monde, y compris lui-même. Avant que je ne décide que c'était un métier sans avenir. Le silence qui suivit cette confession était lourd de sens. Océane posa délicatement sa main sur son bras. « Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ?» Mathieu hésita. Jamais il n'avait parlé de son passé à personne, encore moins à une femme qu'il tentait de séduire. L'argent, le statut social, l'idée que la réussite se mesurait uniquement au nombre de zéros sur un compte en banque. « Et maintenant ?» demanda doucement Océane. Il la regarda, cette femme qui l'obligeait à se remettre en question depuis leur première rencontre. « Maintenant, je ne sais plus. » Henri se leva et s'approcha d'eux, posant une main paternelle sur l'épaule de Mathieu. « Mon jeune ami, il n'est jamais trop tard pour retrouver qui on était vraiment avant de devenir qui on croyait devoir être. » Ces paroles résonnèrent en Mathieu comme une révélation. Pour la première fois depuis des années, il se sentait léger, libre de ses masques et de ses performances constantes. « Océane, dit-il impulsivement, accepteriez-vous de dîner avec moi ce soir ?» Elle arqua un sourcil amusé. « Laissez-moi deviner. Restaurant gastronomique, champagne, note astronomique ?»
Non, répondit-il avec un sourire timide qu'elle ne lui connaissait pas. Je pensais plutôt cuisiner pour vous, dans mon appartement. Rien d'extraordinaire, juste authentique. L'étonnement se peignit sur le visage d'Océane. Cet homme qui l'avait abordé avec tant d'arrogance quelques jours plus tôt semblait se transformer sous ses yeux. « Vous savez cuisiner ?»« Pas vraiment, avoua-t-il en riant. Mais j'apprends vite, paraît-il. » Henri éclata de rire, ravi par cette tournure inattendue. « Accepte, ma chérie. Un homme qui veut apprendre mérite qu'on lui donne sa chance. » Océane observa Mathieu longuement, cherchant dans ses yeux la sincérité de ses intentions. « D'accord, » accepta-t-elle finalement. « Mais à une condition. » « Laquelle ? » « Que vous me promettiez de rester vous-même. Celui que j'ai découvert aujourd'hui, pas celui que j'ai rencontré au Plaza. » Mathieu sentit quelque chose se dénouer dans sa poitrine. Promis. L'appartement de Mathieu dans le 16e arrondissement reflétait parfaitement son ancienne personnalité. Moderne, impeccable et étrangement froid malgré le mobilier de designer. En attendant l'arrivée d'Océane, il arpentait nerveusement sa cuisine ultramoderne, se demandant pourquoi il avait proposé de cuisiner alors qu'il n'avait pas touché à ses plaques de cuisson depuis des mois. Le carillon de l'interphone le fit sursauter. Océane se tenait devant l'entrée de l'immeuble, vêtue d'une robe fluide couleur émeraude qui faisait écho à ses yeux. Elle avait abandonné son chignon de travail, laissant ses cheveux châtains cascader librement sur ses épaules. « J'espère que vous n'avez pas trop faim, » dit-il en l'accueillant, soudain conscient de l'immensité de son défi culinaire. « J'ai apporté une sauvegarde, » répondit-elle en brandissant un sac en papier. « Du pain de la boulangerie d'à côté chez nous et quelques fromages d'Henri. Au cas où... » Son sourire taquin mit Mathieu à l'aise instantanément. « Vous me connaissez déjà si bien? Disons que j'apprends vite moi aussi. » Il la guida jusqu'à la cuisine, où ses tentatives culinaires avaient transformé le plan de travail en champ de bataille. Des légumes, à moitié découpés, s'éparpillaient près d'une casserole fumante d'où s'échappait une odeur suspecte. « Mon Dieu !» murmura Océane en découvrant le désastre. « Qu'est-ce que vous essayez de préparer ?»« Un risotto aux champignons, » admit-il piteusement. « J'ai suivi une recette trouvée sur Internet. » Océane s'approcha de la casserole et y jeta un coup d'œil. Son expression s'adoucit devant ses efforts maladroits. « Combien de fois avez-vous remué ?»« Pas du tout. La recette disait de laisser cuire. » Elle éclata de rire, un rire cristallin qui emplit l'appartement d'une chaleur qu'il n'avait jamais connue. « Mathieu Beaumont, vous êtes un cas désespéré en cuisine. Je vous avais prévenu que je débutais. Heureusement que j'aime les défis, » dit-elle en retroussant ses manches. « Montrez-moi ce que vous avez comme ingrédient. » Ils passèrent l'heure suivante côte à côte, Océane guidant patiemment Mathieu dans l'art du risotto. Elle lui apprit à sentir le moment parfait pour ajouter le bouillon, à écouter le grésissement qui indiquait la bonne température, à toucher le riz pour en tester la texture. « C'est comme avec les fleurs, » expliqua-t-elle en dirigeant sa main sur la cuillère en bois. « Il faut de l'intuition, pas seulement de la technique. » Leur corps se frôlait constamment dans la danse de la cuisine. Chaque contact accidentel envoyait des frissons dans la colonne vertébrale de Mathieu. Le parfum d'Océane se mêlait aux arômes du plat, créant une symphonie sensorielle enivrante. « Goûtez » ordonna-t-elle en tendant une cuillère vers ses lèvres. Le geste était innocent, mais l'intimité du moment les frappa tous les deux. Leurs regards se croisèrent et restèrent accrochés pendant quelques secondes, chargés d'électricité. « C'est parfait », murmura Mathieu, sans savoir s'il parlait du risotto ou du moment qu'ils partageaient. « Voilà ce qui arrive quand on fait les choses avec passion, » répondit-elle, sa voix légèrement voilée. Ils dînèrent sur la terrasse qui offrait une vue imprenable sur la tour Eiffel scintillante. Le repas était simple mais délicieux, et surtout, il était leur création commune. « Parlez-moi de votre père », demanda soudain Océane en levant son verre de vin rouge. Mathieu se raidit légèrement. C'était un sujet qu'il évitait depuis des années. Pourquoi cette question ? Parce que quand vous avez mentionné qu'il était jardinier, votre visage s'est transformé. J'ai vu de la nostalgie, mais aussi de la culpabilité. Sa perspicacité le déstabilisait toujours autant. Il but une gorgée de vin pour se donner du courage. Philippe Beaumont, il travaillait pour les espaces verts de la ville de Lyon. Un homme simple, honnête, qui connaissait le nom de chaque plante de ses jardins publics. Et vous en aviez honte ? Pas honte, frustré. Je voyais mes camarades de classe parler des métiers prestigieux de leurs parents, et moi, j'avais un père qui revenait sale de terre chaque soir. Océane posa sa main sur la sienne, un geste tendre qui le surprit. Il vit encore ? Il est mort il y a 5 ans. Un cancer. J'étais tellement pris par mes affaires que je n'ai même pas eu le temps de lui dire. Sa voix se brisa. Il n'avait jamais avoué cela à personne. Qu'est-ce que vous auriez voulu lui dire ? Mathieu ferma les yeux.
submergé par l'émotion qu'il avait refoulée pendant si longtemps. Que j'avais tort, que son travail était beau, qu'il créait de la beauté tous les jours, pendant que moi je ne faisais que des profits. Il rouvrit les yeux, les larmes au bord des cils. Qu'il me manque. Océane se leva et vint s'asseoir sur l'accoudoir de son fauteuil, passant doucement ses doigts dans ses cheveux. Il le sait, chuchota-t-elle. Les parents savent toujours. Comment pouvez-vous en être si sûr? Parce que l'amour transcende tout, même notre orgueil, même nos erreurs. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, Mathieu pleura. Il pleura pour son père, pour toutes ces années perdues à poursuivre une réussite qui l'avait éloigné de l'essentiel. Océane resta près de lui, sa présence silencieuse plus réconfortante que tous les mots du monde. Quand elle partit vers minuit, elle l'embrassa tendrement sur la joue. « Merci pour cette soirée. Pour la première fois, j'ai rencontré le vrai Mathieu Beaumont. Et il vous plaît ?» demanda-t-il, vulnérable comme un adolescent. « Il me plaît beaucoup, » répondit-elle avec un sourire qui illumina son visage. « Bonne nuit, Mathieu. » Seul dans son appartement soudain trop grand, Mathieu contempla les vestiges de leur dîner. Pour la première fois depuis la mort de son père, il se sentait en paix avec lui-même. Océane avait réussi en quelques heures ce que des années de thérapie n'avaient pas accompli. Elle lui avait redonné accès à son cœur. Les semaines qui suivirent cette soirée révélatrice transformèrent radicalement la routine de Mathieu. Chaque matin, avant de se rendre à ses bureaux de la Défense, il faisait un détour par la rue des Martyrs. Ce qui avait commencé comme un défi était devenu une nécessité vitale, comme l'air qu'il respirait. « Vous êtes en retard », lui lança Océane avec un sourire complice lorsqu'il poussa la porte de la floriculture ce matin-là. « Réunion de conseil d'administration qui s'est éternisée », expliqua-t-il en nouant son tablier. Mais rien n'aurait pu m'empêcher de venir. Henri, installé à sa place habituelle avec son journal et sa tasse de café, observa Mathieu avec satisfaction. En quelques semaines, cet homme d'affaires arrogant s'était métamorphosé en quelqu'un de profondément différent. Ses gestes étaient plus posés, son regard plus doux, sa voix moins impérieuse. « Aujourd'hui, nous préparons les compositions pour le mariage des Durand », annonça Océane. 300 invités, cérémonie en extérieur au château de Malmaison. Mathieu siffla d'admiration. Il connaissait la famille Durand, des industriels influents qu'il avait côtoyés dans diverses réceptions mondaines. « C'est un contrat important pour vous. Le plus important de l'année, » confirma Océane en sortant les commandes détaillées. « Si tout se passe bien, cela nous permettra de... » Elle s'interrompit brutalement, réalisant qu'elle était sur le point de révéler les difficultés financières de l'entreprise. « De quoi ?» insista doucement Mathieu. Henri posa son journal et échangea un regard lourd de sens avec sa petite fille. « Allons, Océane, il fait partie de la famille maintenant. Grand-père. » « Elle ne vous l'a pas dit, » continua Henri en ignorant les protestations d'Océane. « Mais nous traversons une période difficile. La concurrence des grandes chaînes, les loyers qui augmentent. Ce n'est pas à lui de s'inquiéter de nos problèmes, » coupa fermement Océane, ses joues s'empourprant de gêne. Mathieu sentit son cœur se serrer. Cette femme fière luttait pour préserver l'héritage familial tout en refusant obstinément toute aide extérieure. « Si je peux faire quelque chose, » commença-t-il prudemment. « Non. » Le ton d'Océane était sans appel. « Nous nous en sortirons comme nous l'avons toujours fait, par notre travail et notre talent. » Le silence pesant qui suivit fut brisé par l'arrivée d'un livreur apportant les roses blanches commandées pour le mariage. Océane examina chaque tige avec l'expertise d'une véritable professionnelle. « Qualité moyenne », marmonna-t-elle en fronçant les sourcils. « Madame Durand mérite mieux. »« Peut-être pourrions-nous les améliorer ?» suggéra Mathieu. « Les améliorer comment ? Mon père m'a appris quelque chose avant que je ne l'oublie. Les fleurs fanées peuvent parfois être ravivées avec de l'attention et des soins particuliers. » Océane le regarda avec surprise. Depuis qu'il fréquentait la floriculture, Mathieu n'avait jamais mentionné de connaissances pratiques héritées de son père. « Montrez-moi. » Mathieu prit délicatement une rose légèrement flétrie et l'examina comme il avait vu Philippe le faire autrefois dans leur jardin public de Lyon. D'abord, on recoupe la tige en biais sous l'eau courante pour éviter les bulles d'air, expliqua-t-il en reproduisant le geste avec une précision qui étonna tout le monde. Ensuite, on masse délicatement les pétales pour stimuler la circulation. Ses mains expertes travaillaient avec une sûreté nouvelle, réveillant la mémoire enfouie des après-midi passés dans les serres municipales avec son père. « Où avez-vous appris cela ?» demanda Océane, fascinée par cette facette inconnue de sa personnalité. « Philippe me montrait ses techniques quand j'étais enfant. Je croyais avoir tout oublié. » Henri se leva et s'approcha pour observer le travail de Mathieu. « Votre père était un sage. Ses gestes ne s'oublient jamais vraiment.
Ils sommeillent juste en attendant le bon moment pour ressurgir. Ensemble, ils passèrent la matinée à sublimer chaque rose, transformant une livraison ordinaire en bouquet d'exception. Océane découvrait un Mathieu qu'elle n'avait jamais soupçonné. Patient, méticuleux, capable d'une concentration absolue pour parfaire le moindre détail. « Vous devriez abandonner les affaires et devenir fleuriste », plaisanta-t-elle en admirant leur œuvre commune. « Et perdre l'occasion de vous voir tous les matins? Jamais. » Le compliment, dit avec une simplicité désarmante, fit battre le cœur d'Océane plus fort. Au fil des semaines, elle s'était surprise à attendre avec impatience l'arrivée de Mathieu, à guetter le son de ses pas sur le pavé de la rue des Martyrs. « Océane, dit-il soudain en posant sa main sur la sienne, accepteriez-vous de m'accompagner au vernissage de l'exposition Monet ce soir? En tant qu'amie, bien sûr. » Elle hésita. Depuis qu'ils se connaissaient, leur rencontre s'était limitée à la floriculture ou à son appartement. Sortir ensemble dans le monde de Mathieu l'intimidait. « Je ne suis pas sûr d'être à ma place dans ce genre d'événement. Vous serez à votre place parce que vous serez avec moi, » répondit-il avec une sincérité qui balaya toutes ses réticences. Henri applaudit discrètement. « Vas-y, ma chérie, il est temps que tu découvres autre chose que cette boutique. »« D'accord, » accepta-t-elle finalement, « mais je vous préviens, je ne connais rien à l'art. »« Moi non plus, » avoua Mathieu en riant. « Nous apprendrons ensemble. » Cette perspective de découvrir quelque chose de nouveau aux côtés d'Océane l'excitait plus que n'importe quelle négociation importante. Pour la première fois de sa vie, il anticipait une soirée non pas pour les contacts qu'il pourrait y faire, mais pour le simple plaisir de partager des émotions avec la femme qui transformait son existence. Le soir venu, quand Océane apparut dans une robe bleu nuit qui révélait sa beauté naturelle sans artifice, Mathieu comprit qu'il était irrémédiablement tombé amoureux. Pas de l'idée qu'il se faisait d'elle, pas du défi qu'elle représentait, mais de la femme authentique qu'elle était, forte, sensible, passionnée et capable de voir en lui l'homme qu'il avait toujours rêvé d'être. Le musée de l'Orangerie baignait dans une lumière dorée qui faisait danser les nymphéas de Monet sur les murs circulaires. Océane se tenait immobile devant les toiles géantes, subjuguée par la beauté hypnotique des reflets aquatiques. Mathieu l'observait discrètement, fasciné par l'émerveillement pur qui se peignait sur son visage. « C'est extraordinaire », murmura-t-elle sans quitter les peintures des yeux. « On dirait qu'il a capturé l'âme même de la nature. »« Vous comprenez l'art mieux que vous ne le pensiez », répondit Mathieu en s'approchant d'elle. « Non, je comprends la nature, et Monet l'aimait comme j'aime mes fleurs. » Autour d'eux, l'élite parisienne évoluait en petits groupes, discutant d'investissements artistiques et de cotations. Mathieu reconnaissait la plupart des visages, banquiers, collectionneurs, critiques influents, mais pour la première fois, leur présence lui semblait secondaire. « Mathieu, quelle surprise de vous voir ici !» La voix stridente de Viviane Moreau, héritière d'un empire pharmaceutique et ancienne conquête, brisa la bulle d'intimité qu'ils avaient créée. Elle s'avança vers eux, resplendissante dans une robe de créateur, suivie par un petit groupe d'admirateurs. « Viviane !» salua politement Mathieu, sentant Océane se raidir imperceptiblement à côté de lui. « Et qui est cette charmante personne ?» demanda Viviane avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, détaillant Océane de la tête aux pieds. « Océane Dubois », se présenta celle-ci avec une dignité naturelle qui força l'admiration. « Dubois, ce nom me dit quelque chose. Vous êtes dans quoi déjà? La mode? Les cosmétiques? La floriculture ?» répondit simplement Océane. Un silence gêné s'abattit sur le petit groupe. Viviane échangea des regards entendus avec ses compagnons, un sourire condescendant étirant ses lèvres. « Oh, comme c'est pittoresque. Mathieu a toujours eu des goûts éclectiques. » L'insulte à peine voilée fit monter le rouge aux joues de Mathieu. Mais avant qu'il ne puisse réagir, Océane prit la parole, avec un calme olympien. « En effet, les fleurs sont pittoresques. Elles ont cette particularité d'être authentiques, contrairement à certaines choses dans la vie qui ne sont que façades. » Le coup porta. Viviane, habituée à intimider ses rivales par son statut social, se trouva désarçonnée par cette riposte intelligente et mesurée. « Excusez-nous, » intervint Mathieu, en prenant fermement le bras d'Océane. « Nous avons encore beaucoup à voir. » Il l'entraîna vers une autre salle, mais sentit qu'elle tremblait légèrement contre lui. « Je suis désolé, » dit-il une fois qu'ils furent seuls. « Viviane peut être compliquée. »« Une de vos ex-fiancées » demanda Océane avec une désinvolture forcée. « Pas fiancée, non, mais oui, nous avons eu une liaison. » Océane hocha la tête, mais quelque chose s'était refermé en elle. Mathieu reconnut ce mécanisme de défense qu'elle activait quand elle se sentait menacée. « Océane, regardez-moi. »
Elle obéit à contre-cœur, et il vit dans ses yeux verts une vulnérabilité qu'elle tentait de dissimuler. Cette femme fait partie d'un passé que je regrette, un passé où je collectionnais les relations comme des trophées, où je confondais désir et amour. « Et qu'est-ce qui a changé ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible. Mathieu prit son visage entre ses mains, ignorant les regards curieux des autres visiteurs. « Vous avez tout changé. » Il hésita un instant, puis se lança dans l'aveu qu'il portait en lui depuis des semaines. « Je suis tombé amoureux de vous, Océane. Pas de votre beauté, pas du défi que vous représentiez, mais de votre âme, de votre passion pour la vie, de votre authenticité, de la façon dont vous m'avez obligé à redevenir humain. » Les yeux d'Océane s'emplirent de larmes qu'elle refusa de laisser couler. « Mathieu, je sais que nous venons de mondes différents, continua-t-il, mais ces différences nous enrichissent. Vous m'avez appris à voir la beauté dans les petites choses, à retrouver l'homme que mon père aurait été fier de connaître. Et moi, qu'est-ce que je vous apporte d'autre que des complications ?» chuchota-t-elle. « Tout. Vous m'apportez tout ce qui manquait à ma vie sans que je le sache. La paix, la joie simple, le sens du partage. » Il marqua une pause, cherchant les mots justes. « Avant vous, je possédais tout, mais je n'avais rien. Maintenant, j'ai l'impression d'être enfin vivant. » Océane ferma les yeux, luttant contre l'émotion qui menaçait de la submerger. « J'ai peur, » avoua-t-elle dans un souffle. « De quoi? De vous croire, de me laisser aller à ces sentiments qui grandissent en moi chaque jour, de découvrir que tout cela n'était qu'une illusion. » Mathieu l'attira contre lui, sentant battre son cœur affolé contre sa poitrine. « Ce n'est pas une illusion. Ce que nous vivons est la chose la plus réelle qui me soit jamais arrivée. » Ils restèrent enlacés au milieu de la salle, indifférents au monde qui les entourait. Océane inspira profondément, respirant cette odeur qui lui était devenue familière, mélange de cologne discrète et de quelque chose d'indéfinissablement masculin qui lui appartenait en propre. « Moi aussi, je suis tombée amoureuse », murmura-t-elle contre son épaule, malgré tous mes efforts pour résister. Mathieu s'écarta légèrement pour plonger son regard dans le sien. « Alors pourquoi avez-vous l'air si triste ? Parce que l'amour, c'est merveilleux et terrifiant à la fois. Ça nous rend vulnérables. Ensemble, nous sommes plus forts, » promit-il en caressant tendrement sa joue. Pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient, Océane laissa tomber toutes ses défenses. Elle se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa, un baiser tendre et passionné qui scella leur amour naissant. Quand ils se séparèrent, le monde autour d'eux avait changé. Ils n'étaient plus deux âmes solitaires qui tentèrent de se comprendre, mais un couple uni par quelque chose de plus fort que leurs différences. « Rentrons », chuchota Océane. « J'ai envie d'être seul avec vous. » Main dans la main, ils quittèrent le musée, laissant derrière eux le regard venimeux de Viviane et les ragots de la haute société. Pour eux, seul comptait désormais ce lien précieux qu'ils venaient de reconnaître et d'accepter. Les 3 mois qui suivirent furent les plus heureux de la vie de Mathieu. Chaque matin, il se réveillait avec l'impatience d'un adolescent, pressé de retrouver Océane dans la petite floriculture qui était devenue son refuge. Leur journée s'écoulait dans une harmonie parfaite, entre arrangements floraux et conversations infinies qui les menaient aux confins de leurs âmes. Ce matin d'octobre particulier commença comme tous les autres. Mathieu poussa la porte de la boutique, s'attendant à trouver Océane penchée sur ses créations matinales. Au lieu de cela, il la découvrit assise près d'Henri, tenant la main fragile du vieil homme qui respirait difficilement. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, immédiatement alarmé par l'atmosphère pesante. « Grand-père ne se sent pas bien depuis hier soir », expliqua Océane, sa voix trahissant une inquiétude profonde. « Il refuse d'aller chez le médecin. » Henri leva vers Mathieu des yeux fatigués, mais encore pétillants de malice. « Ne t'inquiète pas, mon garçon. À mon âge, le corps a ses caprices. Ça passera. » Mais Mathieu, en observant attentivement le vieil homme, remarqua des signes qu'Océane, aveuglée par l'amour, ne voulait pas voir. La pâleur inhabituelle, l'essoufflement léger, la façon dont il serrait discrètement sa poitrine. « Henri, » dit-il avec une autorité douce, « permettez-moi de vous emmener consulter, par précaution. »« Ce n'est pas nécessaire, s'il vous plaît, » insista Mathieu en croisant le regard reconnaissant d'Océane. Pour elle, cette simple phrase eut raison des résistances du vieil homme. 1 heure plus tard, ils étaient tous 3 dans la salle d'attente du cabinet du docteur Lemaire, cardiologue réputé, que Mathieu avait réussi à convaincre de recevoir Henri en urgence. Le diagnostic tomba comme un coup près, insuffisance cardiaque avancée. Les mots du médecin résonnèrent dans le silence de la petite pièce comme une sentence sans appel. « Combien de temps ?» demanda Henri avec un calme qui fit honneur à sa dignité. « Difficile à dire. Quelques mois, peut-être plus si nous adaptons le traitement. »
Océane s'effondra silencieusement sur sa chaise, le visage livide. Mathieu passa instinctivement son bras autour de ses épaules, sentant tout son corps trembler contre lui. « Il y a des choses à organiser », continua le médecin avec délicatesse. « Des traitements à mettre en place, mais aussi des préparatifs. » Les semaines qui suivirent transformèrent radicalement leur quotidien. Mathieu prit sur lui d'organiser discrètement tous les soins nécessaires pour Henri, utilisant ses relations pour obtenir les meilleurs spécialistes, les médicaments les plus efficaces. Il le faisait avec une discrétion absolue, sachant qu'Océane et son grand-père auraient refusé cette aide s'ils en avaient eu conscience. Chaque soir, après la fermeture de la floriculture, il raccompagnait Henri chez lui, s'assurant qu'il prenait ses médicaments, qu'il se nourrissait correctement. Ces moments d'intimité avec le vieil homme devinrent précieux à Mathieu, qui y puisait une sagesse et une sérénité qu'il n'avait jamais connues. « Tu sais, » lui dit Henri un soir en regardant les photos de famille qui ornèrent son salon, « j'ai eu une belle vie. J'ai vu naître et grandir 4 générations de Dubois dans cette floriculture. Vous en verrez une 5e, répondit Mathieu, avec une conviction qu'il ne ressentait pas vraiment. Henri sourit avec tendresse. Peut-être, mais ce qui m'importe le plus, c'est de savoir qu'Océane ne sera pas seule. Tu l'aimes vraiment, n'est-ce pas? Plus que ma propre vie. Alors promets-moi quelque chose. Mathieu se pencha vers lui, attentif. Quoi qu'il arrive, ne la laisse jamais renoncer à ses rêves. Elle est forte, mais elle a tendance à porter le poids du monde sur ses épaules. Je vous le promets. Novembre arriva avec ses pluies froides et ses ciels gris. Henri s'affaiblissait visiblement, mais gardait une dignité remarquable face à la maladie. Océane passait ses journées à s'occuper de lui, délaissant de plus en plus la floriculture. Mathieu tentait de compenser en prenant sur lui une partie du travail, apprenant sur le tas les subtilités du commerce qu'il n'avait jamais imaginées. Un matin, en arrivant rue des Martyrs, il trouva la boutique fermée. Son cœur se serra d'appréhension. Il monta directement à l'appartement d'Henri, où Océane lui ouvrit les yeux rougis par les larmes. « Il est parti cette nuit », chuchota-t-elle en se blottissant contre lui, paisiblement, dans son sommeil. Mathieu la serra contre lui, sentant son propre chagrin se mêler à celui d'Océane. En quelques mois, Henri était devenu pour lui le grand-père qu'il n'avait jamais eu, le guide sage qui lui avait appris que la richesse se mesurait en amour donné et reçu. Les funérailles eurent lieu par une journée de décembre étonnamment ensoleillée. Toute la rue des Martyrs était venue rendre hommage à cet homme qui avait embelli leur quotidien pendant plus de 60 ans. Océane, droite et digne dans sa robe noire, reçut les condoléances avec une grâce qui força l'admiration de Mathieu. Mais quand le cercueil disparut derrière les rideaux du crématorium, elle s'effondra enfin. Mathieu la rattrapa dans ses bras, portant littéralement le poids de sa douleur. Cette nuit-là, dans l'appartement silencieux d'Henri, Océane pleura toutes les larmes de son corps. Mathieu resta près d'elle, caressant ses cheveux, murmurant des mots de réconfort qui semblaient dérisoires face à l'ampleur de sa peine. « Je ne sais pas comment continuer sans lui », sanglota-t-elle. « Il était tout pour moi, ma famille, mon guide, ma raison de me battre. »« Il vit en vous », répondit doucement Mathieu, « dans chaque geste que vous faites, dans chaque fleur que vous touchez. Son amour vous porte plus que vous ne le réalisez. » Et si ce n'était pas suffisant, Mathieu releva son visage baigné de larmes vers lui. « Alors je serai là, pour vous porter quand vous n'en aurez plus la force, pour vous rappeler qui vous êtes quand vous l'oublierez, pour vous aimer assez fort pour deux. » Cette promesse, prononcée dans l'obscurité de la chambre d'Henri, résonna comme un serment sacré. Mathieu savait que la vraie épreuve de leur amour commençait maintenant, dans cette douleur partagée qui pouvait les unir ou les briser. Les semaines qui suivirent les funérailles d'Henri furent les plus sombres de la vie d'Océane. La floriculture, autrefois temple de joie et de création, était devenue un mausolée de souvenirs douloureux. Chaque coin de la boutique lui rappelait son grand-père, sa tasse de café encore posée sur le comptoir, son fauteuil vide près de la fenêtre, ses outils de jardinage soigneusement rangés. Mathieu tentait désespérément de la soutenir, mais sentait qu'elle s'éloignait de lui jour après jour. Elle accomplissait les gestes mécaniquement, servait les clients avec politesse mais sans passion, évitait son regard quand il tentait de lui parler vraiment. Ce matin de janvier glacial, quand Mathieu poussa la porte de la floriculture, il la trouva assise par terre au milieu des factures éparpillées, fixant un document qu'elle tenait entre ses mains tremblantes. « Océane, qu'est-ce qui se passe ?» Elle leva vers lui des yeux rougis par les larmes et lui tendit la lettre. L'avis d'expulsion. Le propriétaire refuse de renouveler le bail. Il veut transformer l'immeuble en appartement de luxe.
Mathieu s'agenouilla près d'elle et examina le document. La réalité était cruelle. Océane avait 30 jours pour quitter les lieux. « Il doit y avoir une solution, dit-il en réfléchissant rapidement. Je peux négocier avec lui, faire une offre ? Non. Sa voix était cassée mais ferme. C'est fini, Mathieu. 4 générations de traditions familiales qui s'achèvent dans des calculs sordides. Ce n'est qu'un local. Nous pouvons en trouver un autre, recommencer. Avec quel argent ? Elle lui montra les autres papiers éparpillés autour d'elle. Les factures d'Henri, ses traitements, les frais funéraires. J'ai vidé tous nos comptes. Il ne reste rien. Mathieu sentit son cœur se briser devant cette femme qu'il aimait plus que tout et qui s'effondrait sous le poids des responsabilités. « Laissez-moi vous aider, supplia-t-il. Je peux racheter le bail, financer un nouveau local. » Non, l'éclat dans ses yeux le fit reculer. C'est exactement ce que je ne veux pas. Être sauvé par votre argent, devenir votre protégé, votre obligation. Ce ne serait pas une obligation, ce serait de l'amour. Ce serait de la pitié déguisée. Elle se leva, rassemblant les papiers avec des gestes saccadés. « Et je ne veux pas de votre pitié. » Ils passèrent la journée dans un silence pesant, chacun enfermé dans ses pensées. Océane rangeait méthodiquement ses affaires, comme si elle préparait déjà sa fuite. Mathieu tentait de trouver les mots justes, ceux qui la convaincraient de ne pas abandonner. Le soir venu, alors qu'il s'apprêtait à partir, Océane l'arrêta d'une voix étrangement calme. « Mathieu, accepteriez-vous de rester avec moi cette nuit ? Une dernière nuit ici, avant que tout change. » Il y avait dans sa demande quelque chose de définitif qui l'alarma, mais il accepta sans hésitation. Ils montèrent dans l'ancien appartement d'Henri, que l'absence du vieil homme rendait encore plus poignant. Océane alluma quelques bougies, créant une atmosphère douce et mélancolique. « J'ai quelque chose à vous confier, » dit-elle en s'installant près de lui sur le canapé. « Depuis la mort de grand-père, j'ai reçu une proposition. » Mathieu sentit un frisson d'appréhension le parcourir. « Quel genre de proposition ?» « Étienne Laurent, le directeur du Conservatoire botanique de Provence. Il m'offre un poste de responsable des espèces rares, un nouveau départ, loin de tous ses souvenirs douloureux. » Le monde de Mathieu bascula. L'idée qu'elle puisse partir, disparaître de sa vie, lui était insupportable. « Et vous comptez accepter ? » ?»« Je ne sais pas, » avoua-t-elle, en évitant son regard. « Une partie de moi a envie de fuir, de tout recommencer ailleurs. »« Et nous ? Qu'est-ce que nous devenons dans tout ça ?» Océane ferma les yeux, luttant visiblement contre l'émotion. « C'est justement le problème. Je vous aime, Mathieu, plus que je n'ai jamais aimé personne, mais cet amour me fait peur. Pourquoi ? Parce que je me perds en vous, parce que j'ai l'impression de devenir dépendante, de ne plus savoir qui je suis sans vous à côté de moi. » Mathieu prit ses mains dans les siennes, sentant qu'il se jouait quelque chose d'essentiel. L'amour, ce n'est pas perdre son identité, c'est la renforcer en la partageant. Peut-être pour vous, mais moi j'ai besoin de me prouver que je peux survivre seule, que je ne suis pas cette femme fragile qui a besoin d'être sauvée. Cette nuit-là, ils firent l'amour avec une passion désespérée, comme si leurs corps tentèrent de graver dans leur mémoire chaque caresse, chaque baiser. Océane s'abandonna complètement, livrant à Mathieu non seulement son corps mais son âme, ses peurs les plus profondes, ses rêves les plus secrets. « Je vous aime » murmura-t-elle dans l'obscurité, blottie contre lui. « Je vous aime » au point d'en avoir mal. « Alors ne partez pas, supplia-t-il en la serrant plus fort. Restons ensemble, affrontons tout ensemble. Il faut que je parte, chuchota-t-elle, et il sentit ses larmes couler sur sa poitrine. Pour nous deux, pour que notre amour reste pur, intact. Au petit matin, quand Mathieu se réveilla, Océane était déjà debout, habillée, sa valise posée près de la porte. Sur la table de chevet, une enveloppe portait son nom. « Ne dites rien » l'arrêta-t-elle, quand il voulut protester. « Cette nuit restera la plus belle de ma vie. Gardez-en un souvenir lumineux. » Elle s'approcha de lui, déposa un dernier baiser sur ses lèvres et sortit de l'appartement sans se retourner. Mathieu resta prostré, tenant l'enveloppe qu'il n'osait pas ouvrir, comprenant qu'il venait de vivre à la fois la plus belle et la plus tragique nuit de son existence. Dans cette chambre vide qui sentait encore son parfum, il réalisa qu'Océane venait de lui faire le plus beau et le plus douloureux des cadeaux, l'amour absolu d'une nuit, suivi de la liberté de la laisser partir. Quand il ouvrit enfin la lettre, les mots d'Océane confirmèrent ses pires craintes. Elle était partie pour Provence, pour recommencer sa vie loin de lui, convaincue que c'était le seul moyen de préserver leur amour de la destruction. 18 mois s'écoulèrent comme un cauchemar réveillé pour Mathieu. 18 mois à chercher Océane aux 4 coins de la France, suivant la moindre piste, le moindre indice qui pourrait le mener jusqu'à elle. Il avait engagé des détectives privés,
contacté tous les conservatoires botaniques du pays, mais Océane semblait avoir disparu de la surface de la Terre. Ses affaires périclitaient, négligées au profit de cette quête obsessionnelle. Guillaume, son assistant, tentait désespérément de maintenir l'empire Beaumont à flot, mais Mathieu n'était plus que l'ombre de lui-même. Amaigri, les traits tirés, il passait ses nuits à écumer les routes de France dans sa voiture, dormant dans des hôtels miteux, s'accrochant à l'espoir de la retrouver. Ce matin de juin 2025, une information changea tout. Un appel téléphonique de Marseille, d'un ami journaliste qui avait entendu parler de ses recherches. « Mathieu, j'ai peut-être quelque chose pour toi. Il y a eu un article dans la presse locale sur une femme qui dirige un programme de sauvegarde des espèces florales rares en Provence, Océane Dubois. Ça te dit quelque chose ?» Le cœur de Mathieu s'emballa. Enfin, après tant de mois d'errance, une piste concrète. Où exactement? Le conservatoire botanique du Luberon près de Beaunieu. Apparemment, elle fait un travail remarquable. Mathieu raccrocha et partit immédiatement, son cœur battant pour la première fois depuis des mois, avec autre chose que de la douleur. Le conservatoire botanique du Luberon se nichait dans un écrin de verdure spectaculaire, au cœur des collines provençales. Les jardins s'étendaient à perte de vue, organisés en différentes sections selon les espèces et les climats. Mathieu gara sa voiture près de l'entrée, ses mains tremblant légèrement sur le volant. À l'accueil, une jeune femme lui indiqua que mademoiselle Dubois travaillait dans la section des plantes méditerranéennes, en voie de disparition, au fond du parc. Il la trouva agenouillée dans la terre, ses mains nues caressant délicatement les pétales d'une fleur qu'il ne reconnut pas. Elle portait un large chapeau de paille et une simple robe en lin blanc qui ondulait dans la brise provençale. 18 mois avaient passé, mais elle était toujours aussi belle, peut-être même plus sereine qu'avant. Océane, sa voix se brisa sur son nom. Elle se figea, puis se retourna lentement, et quand leurs regards se croisèrent, le temps sembla s'arrêter. Mathieu, son visage exprimait un mélange de joie et de douleur qui lui serra le cœur. « Comment m'avez-vous trouvé ?»« J'ai retourné la France entière, » répondit-il en s'approchant prudemment. « Je n'ai jamais cessé de vous chercher. » Elle se releva, retirant ses gants de jardinage avec des gestes nerveux. « Vous n'auriez pas dû. »« Si, parce que vous emportiez mon cœur avec vous. » Un silence pesant s'installa entre eux. Océane détourna le regard, observant les montagnes qui se dressaient au loin. « J'ai refait ma vie ici, » dit-elle finalement. « J'ai un travail que j'adore, une mission qui donne du sens à mon existence. Et êtes-vous heureuse ?» La question la fit tressaillir. Elle hésita longuement avant de répondre. « Je suis en paix. Ce n'est pas la même chose. »« Non, » admit-elle dans un souffle, « ce n'est pas la même chose. » Un homme s'approcha d'eux, la quarantaine élégante, les cheveux poivre et sel, et le regard bienveillant. Il portait une blouse de laborateur et tenait des dossiers sous le bras. « Océane, tout va bien? Étienne, permettez-moi de vous présenter Mathieu Beaumont. Mathieu, voici Étienne Laurent, le directeur du conservatoire. » Les deux hommes se serrèrent la main, se jaugeant discrètement. Mathieu sentit immédiatement que cet homme représentait bien plus qu'un simple patron pour Océane. « Monsieur Beaumont, » dit Étienne avec courtoisie, « Océane m'a beaucoup parlé de vous. »« En bien, j'espère ?»« Avec beaucoup d'affection, » répondit-il diplomatiquement. « Mais excusez-moi, nous avons une réunion importante. Océane ? » « J'arrive, » répondit-elle, évitant soigneusement le regard de Mathieu. « Attendez, » l'arrêta celui-ci. « Accordez-moi une soirée. Juste une soirée pour parler. » Océane hésita, déchirée entre l'envie de fuir et celle de rester. « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. S'il vous plaît, après 18 mois, je mérite au moins une explication. » Étienne posa une main protectrice sur l'épaule d'Océane. « Si cela vous met mal à l'aise, Océane, vous n'êtes pas obligé. »« Non, il a raison, » soupira-t-elle. « Je lui dois au moins ça. » Le soir venu, ils se retrouvèrent dans un petit restaurant de Beaunieu, en terrasse face au coucher de soleil sur la vallée. L'atmosphère était tendue, chargée de non-dits et de souvenirs douloureux. « Vous avez l'air bien, » observa Mathieu en étudiant son visage. « Différente, mais bien. La Provence m'a apaisé. Le travail avec Étienne m'a donné un nouveau sens à ma vie. Étienne, vous l'aimez ?» La question directe la déstabilisa. « C'est un homme bon, généreux. Il m'offre la stabilité que j'ai toujours recherchée. Ce n'est pas ce que je vous ai demandé. » Océane soupira, jouant nerveusement avec son verre de rosé. « Non, je ne l'aime pas. Pas comme je vous ai aimé. Au passé ? Oui, au passé. » Sa voix se durcit. « Parce que cet amour appartenait à une autre époque de ma vie. Mentez-vous ou tentez-vous de vous en convaincre ?» Elle le regarda enfin dans les yeux, et il y lut une souffrance qui égalait la sienne.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Mathieu? Que pas un jour ne passe sans que je pense à vous? Que je me réveille chaque matin en espérant voir votre visage? Que cette fuite en Provence n'était qu'une tentative désespérée d'oublier ce que nous avons vécu? Oui, dites-moi tout cela. À quoi bon? Rien n'a changé. Je reste une femme qui a besoin de son indépendance, et vous restez un homme habitué à tout posséder. Vous vous trompez, répondit-il avec une intensité qui la fit frissonner. Tout a changé, moi j'ai changé. Ces 18 mois sans vous m'ont appris que posséder ne sert à rien si on n'a personne avec qui partager. Il se pencha vers elle, ses yeux brillants de sincérité. J'ai liquidé la moitié de mes affaires. J'ai créé une fondation en mémoire d'Henri pour aider les petites entreprises familiales. J'ai retrouvé l'homme que vous aviez commencé à réveiller en moi. Océane sentit ses défenses vaciller face à cette confession. « Mathieu, je ne vous demande pas de revenir vers moi, continua-t-il. Je vous demande juste de ne pas m'interdire de vous aimer. De loin, si nécessaire, mais de vous aimer. » Les larmes qu'elle retenait depuis si longtemps finirent par couler. « Vous ne comprenez pas. Si je cède, si je reviens vers vous, j'ai peur de redevenir cette femme dépendante que je refuse d'être. Alors laissez-moi vous prouver le contraire, supplia-t-il. Laissez-moi vous montrer qu'aimer ce n'est pas posséder, mais libérer. » 3 semaines s'écoulèrent après ces retrouvailles douloureuses. Mathieu avait pris une chambre dans un petit hôtel de Beaulieu, refusant de repartir sans avoir tenté l'impossible. Chaque jour, il observait de loin Océane travailler dans les jardins du conservatoire, respectant sa demande de distance, tout en lui prouvant par sa présence constante que son amour était intact. Il avait également appris à connaître Étienne Laurent, homme intègre et passionné qui aimait sincèrement Océane. Cette découverte, loin de le décourager, l'avait convaincu qu'il devait mériter son pardon et prouver que leur amour méritait une seconde chance. Ce matin d'août étouffant, l'alarme incendie retentit dans toute la vallée. Un feu de forêt attisé par le Mistral dévalait les pentes du Luberon en direction du conservatoire. Mathieu, qui prenait son café en terrasse, vit immédiatement les colonnes de fumée noire qui s'élevaient vers le ciel. Il fonça vers le conservatoire où régnait une panique contrôlée. Étienne dirigeait l'évacuation du personnel et des visiteurs, tandis qu'Océane courait vers la section des espèces rares qu'elle avait créée en mémoire d'Henri. « Océane, non !» cria Étienne, en tentant de la retenir. « C'est trop dangereux. Il y a là-dedans des espèces uniques. Si elles brûlent, elles disparaîtront à jamais. » Mathieu n'hésita pas une seconde. Il sprinta vers la zone menacée, rattrapant Océane qui s'apprêtait à pénétrer dans la serre où elle conservait ses plantes les plus précieuses. « Que faites-vous » protesta-t-elle en le voyant arriver. « Je vous aide » répondit-il simplement. « Mathieu, partez, c'est ma responsabilité. » « Non, c'est notre responsabilité. Ces fleurs, c'est l'héritage d'Henri. Je ne vous laisserai pas l'affronter seul. » Ensemble, ils pénétrèrent dans la serre suffocante. La fumée commençait à envahir l'espace, rendant la respiration difficile. Océane, avec l'expertise de ses années de travail, sélectionnait rapidement les spécimens les plus rares et les plus menacés. « Prenez ces orchidées sauvages » ordonna-t-elle en lui tendant des bacs. « Elles sont uniques en Europe. » Mathieu obéit sans questionner, portant les précieuses cargaisons vers la zone de sécurité. Ils firent ainsi de multiples allers-retours, luttant contre le temps et contre la fumée qui envahissait leurs poumons. « Il faut partir maintenant !» cria Étienne depuis l'extérieur. « Le feu arrive !»« Une dernière !» implora Océane en se dirigeant vers le fond de la serre. Mais à cet instant, une poutre enflammée s'effondra, bloquant la sortie. Océane se retrouva piégée dans la partie la plus reculée de la serre, tandis que Mathieu était de l'autre côté des débris enflammés. « Océane !» hurla-t-il, tentant désespérément de dégager les débris brûlants. « Laissez-moi !» cria-t-elle en retour. « Sauvez-vous !»« Jamais !» répondit-il, en s'attaquant aux flammes à main nue. Étienne et les pompiers, arrivés en renfort, tentaient de percer un passage alternatif, mais le temps manquait. Mathieu, ignorant la douleur de ses mains brûlées, réussit enfin à créer une brèche dans l'amas de débris. « Venez !» l'appela-t-il, en tendant sa main vers elle. Océane hésita un instant, tenant contre elle un petit pot contenant la dernière orchidée sauvage qu'Henri avait lui-même découverte des années auparavant. « Faites-moi confiance » supplia Mathieu. Cette fois, elle n'hésita plus. Elle s'élança vers lui et il la réceptionna dans ses bras, l'entraînant vers la sortie alors que la serre s'effondrait derrière eux dans un fracas assourdissant. Ils s'écroulèrent tous deux sur l'herbe, toussant, couverts de suie, mais vivants. Océane serrait toujours l'orchidée d'Henri contre son cœur. « Vous êtes complètement fou !» lui reprocha-t-elle entre deux quintes de tout. « Fou de vous !» répondit-il en caressant son visage noirci. « J'ai failli vous perdre à nouveau.
Mais vous ne m'avez pas perdu, chuchota-t-elle, et pour la première fois depuis 18 mois, elle sourit vraiment. Étienne s'approcha d'eux, soulagé mais visiblement troublé par ce qu'il venait de voir. « Océane, cet homme vient de risquer sa vie pour sauver votre travail, pour sauver ce qui vous tient à cœur. » Elle regarda alternativement les deux hommes qu'il aimait, puis ses yeux se posèrent sur l'orchidée qu'elle tenait toujours. « Henri aurait dit que les plus belles fleurs poussent souvent dans l'adversité, » murmura-t-elle. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda doucement Mathieu. « Cela signifie que j'ai eu tort. » Sa voix tremblait d'émotion. « J'ai eu tort de croire que l'amour nous affaiblit. Ce que vous venez de faire, c'est la preuve que l'amour nous rend plus forts, plus courageux. » Elle se tourna vers Étienne avec des yeux pleins de tendresse et de reconnaissance. « Étienne, vous êtes un homme merveilleux. Vous m'avez aidé à me reconstruire, à retrouver confiance en moi. Je vous en serai éternellement reconnaissante. Mais vous l'aimez ?» compléta-t-il avec un sourire mélancolique mais sincère. « Oui, et lui même assez pour me laisser libre d'être moi-même. » Mathieu prit les mains d'Océane dans les siennes, indifférent à la douleur de ses brûlures. « Je ne veux plus jamais vous perdre, » déclara-t-il, « mais je ne veux pas vous emprisonner non plus. Si vous restez avec moi, ce sera en tant qu'associé, pas en tant que protégé. »« Associé, j'ai créé une fondation pour préserver les espèces végétales menacées. Elle a besoin d'une directrice scientifique exceptionnelle. » Il sourit. « Quelqu'un qui connaît le langage secret des fleurs. » Les yeux d'Océane s'emplirent de larmes de joie. « Vous feriez cela ? Vous associez vraiment avec moi ? Dans le travail comme dans la vie, à égalité, dans le respect mutuel. Et si nous nous disputons, nous nous réconcilierons. C'est ce que font les vrais partenaires. » 6 mois plus tard, dans les jardins restaurés du conservatoire, Mathieu et Océane célébraient l'inauguration de la fondation Henri Dubois pour la préservation florale. Océane, rayonnante dans sa robe de mariée simple mais élégante, tenait un bouquet composé des fleurs qu'ils avaient sauvées ensemble de l'incendie. « Vous regrettez ?» demanda Mathieu en glissant l'alliance à son doigt. « Jamais !» répondit-elle en l'embrassant. Henri avait raison. Les plus belles choses poussent quand on leur donne de l'amour et du temps. Autour d'eux, les invités applaudissaient, mais ils n'avaient Dieu que l'un pour l'autre. Étienne, témoin de leur union, souriait avec la satisfaction de celui qui a aidé l'amour véritable à triompher. Dans le public, Guillaume pleurait d'émotion en voyant son patron transformé, et même Viviane Moreau, invitée par politesse, devait reconnaître que Mathieu n'avait jamais semblé aussi heureux. Mais le moment le plus émouvant fut quand Océane déposa une rose blanche sur la photo d'Henri qui trônait près de l'autel improvisé. « Merci, grand-père » chuchota-t-elle. « Vous aviez raison. L'amour véritable libère au lieu d'emprisonner. » Cette nuit-là, dans leur nouvelle maison construite entre Paris et la Provence, Mathieu et Océane s'endormirent enlacés, sachant qu'ils avaient enfin trouvé l'équilibre parfait entre passion et indépendance, entre rêves partagés et identité préservée. Leur amour avait survécu à l'orgueil, à la peur et à la séparation. Il était désormais assez fort pour affronter l'avenir, quelles que soient les tempêtes à venir. Car comme le disait Henri, les plus belles fleurs sont celles qui fleurissent ensemble, en se nourrissant mutuellement de leur lumière. Le printemps parisien déployait ses charmes dans le 9e arrondissement, où une nouvelle enseigne brillait discrètement. Fondation Henri Dubois, conservatoire urbain. L'ancien immeuble de bureaux avait été transformé en un écrin de verdure au cœur de la capitale, alliant recherche scientifique et sensibilisation du public à la beauté fragile du monde végétal. Océane, maintenant âgée de 35 ans, se tenait dans le grand atrium vitré, observant avec fierté les visiteurs qui découvraient les espèces rares sauvegardées grâce à leur travail. Ses cheveux châtains, plus courts qu'autrefois, encadraient un visage épanoui où la sérénité avait remplacé les anciennes inquiétudes. « Maman, regarde !» Une petite voix cristalline brisa sa contemplation. Henri Beaumont, 3 ans, aux cheveux blonds de son père et aux yeux verts pétillants de sa mère, accourait vers elle en tenant précautionneusement un petit pot contenant une pousse fragile. « Papa dit que c'est une graine d'espoir », annonça l'enfant avec le sérieux adorable des tout-petits. Mathieu apparut derrière lui, 41 ans, les tempes légèrement grisonnantes mais le regard plus lumineux que jamais. Il portait une simple chemise blanche retroussée aux manches, les mains encore marquées par le travail de la terre qu'il avait appris à aimer. « Notre petit Henri a planté sa première orchidée ce matin », expliqua-t-il en embrassant tendrement Océane. « Il a insisté pour que ce soit dans le jardin d'Henri le Grand, comme il l'appelle. » Océane sourit en regardant l'espace qu'ils avaient dédié à la mémoire de son grand-père, un petit coin de paradis où s'épanouissaient les variétés les plus rares, protégées par une verrière qui filtrait doucement la lumière parisienne. Grand-père aurait été si fier.
murmura-t-elle en prenant leur fils dans ses bras. Il l'est sûrement, répondit Mathieu, en posant sa main sur le ventre légèrement arrondi d'Océane. Et il le sera encore plus quand sa petite sœur arrivera. Ils avaient annoncé la nouvelle de cette seconde grossesse la semaine précédente, et déjà le petit Henri parlait avec excitation de sa future sœur Fleur, comme il l'avait baptisée. Monsieur et Madame Beaumont, ils se retournèrent pour voir s'approcher une jeune journaliste accompagnée d'un photographe. L'interview était prévue pour l'article que consacrait le Figaro au 5e anniversaire de la Fondation. « Madame Beaumont, commença la journaliste, votre fondation a sauvé plus de 200 espèces végétales menacées. Qu'est-ce qui vous motive le plus dans ce combat ?» Océane échangea un regard complice avec Mathieu avant de répondre. L'idée que la beauté mérite d'être préservée, pas pour ce qu'elle nous rapporte, mais pour ce qu'elle représente. Chaque espèce que nous sauvons, c'est un peu de l'âme du monde que nous transmettons aux générations futures. Et vous, monsieur Beaumont, qui avez quitté le monde des affaires pour vous consacrer à cette cause, aucun regret ? Mathieu sourit en regardant sa femme et son fils. Mes anciens collègues pensent que j'ai tout perdu en abandonnant mon empire financier. En réalité, j'ai tout gagné. J'ai trouvé ma vraie richesse, c'est-à-dire l'amour qui fait grandir au lieu d'emprisonner, le sens donné à chaque journée, la certitude de laisser derrière soi quelque chose qui compte vraiment. La journaliste, visiblement émue par leur complicité évidente, prit quelques notes supplémentaires. Un dernier mot sur votre collaboration professionnelle. Nous avons appris que les meilleurs projets naissent quand deux personnes mettent leur talent au service d'une vision commune, répondit Océane. Mathieu apporte l'efficacité et la stratégie, moi j'apporte l'expertise scientifique et la passion. Ensemble, nous créons quelque chose que ni lui ni moi n'aurions pu accomplir seuls. Et notre secret, ajouta Mathieu avec un clin d'œil, c'est que nous n'avons jamais cessé d'apprendre l'un de l'autre. Après le départ des journalistes, la famille Beaumont se retrouva seule dans le jardin d'Henri. Le petit garçon s'était endormi contre l'épaule de sa mère, épuisé par ses découvertes botaniques de la journée. « Tu te souviens de ce que tu m'avais dit lors de notre première rencontre ?» demanda doucement Mathieu. « Qu'une nuit avec toi, je ne t'oublierai jamais ?»« Oui, » sourit Océane. « Et j'avais ajouté pour les bonnes raisons. Tu avais raison. Cette nuit-là, tu as changé ma vie. Mais pas seulement cette nuit-là. Chaque jour depuis, tu continues de me transformer. » Océane posa sa tête sur son épaule, contemplant les fleurs qu'ils avaient plantées ensemble, symbole vivant de leur amour patient et durable. Henri disait toujours que les plus belles fleurs sont celles qui poussent ensemble, en se nourrissant mutuellement de leur lumière. « Sage Henri », murmura Mathieu en resserrant son étreinte. Il nous observe sûrement, satisfait de voir sa leçon si bien appliquée. Le soleil déclinant baignait le conservatoire d'une lumière dorée, illuminant 3 générations réunies. Le souvenir bienveillant d'Henri, l'amour épanoui de Mathieu et Océane, et l'espoir incarné par le petit Henri endormi et sa sœur à venir. Dans ce havre de paix qu'ils avaient créé ensemble, au cœur d'une ville qui ne dormait jamais, ils avaient prouvé que l'amour véritable, comme les plus rares des fleurs, peut non seulement survivre aux tempêtes, mais en ressortir plus fort et plus beau. Et quelque part, dans le murmure du vent qui caressait les pétales de leur protégé, ils auraient juré entendre la voix d'Henri leur chuchoter que l'amour, quand il est cultivé avec patience et respect, donne toujours les plus merveilleuses des floraisons. Si vous étiez à la place d'Océane, auriez-vous le courage d'abandonner le grand amour de votre vie pour préserver votre indépendance et votre dignité? Ou croyez-vous que l'amour véritable vaut tous les sacrifices, même si cela signifie accepter l'aide de celui qu'on aime? Votre participation sur la chaîne est très importante. S'il vous plaît, laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.